Vous avez fait une très belle démonstration. C'est excellent votre travail. J'apprécie. C'est super. Avec des chiffres bien, bien précises. Et avec des chiffres bien précis. C'est super. C'est super. Et je vous invite à, à monter, à poser des questions. Et nous sommes là et à faire avancer notre communauté, pas dans l'obscurantisme. Merci, mes chers amis. Je voudrais le dire, c'est beaucoup plus un merci à Dr Percy, surtout. Moi, j'ai beaucoup la flemme. Dr Percy a vraiment cette dextérité de vous montrer avec des images et des formules, ce qui est très important. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. On le fait pour qu'ils comprennent. Quand on écoute des discours, la dernière fois, moi, c'est moi qui ai fait le petit montage, là, hein, si vous avez partagé, sur la description de l'univers selon Ibn Masson, je sais pas quoi, là, qui dit que l'eau primordiale duquel va naître le Big Bang, c'est des absurdités en termes de science. Donc, ah oui, il faut faire des petits travaux comme ça. Je vais le repartager moi-même après, sur mon propre compte. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut comprendre tout bêtement, c'est-à-dire ça, je dis, ok, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire, quand on dit que la moitié va prendre telle année, eh bien, on dit que après, c'est pas le reste qui va disparaître d'un coup. C'est-à-dire que c'est là l'autre moitié encore qui va disparaître. Et ça suit une courbe. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui vont disparaître, qui vont se transformer en azote par la suite. Il reste 4. C'est la moitié encore qui va prendre 5100. Donc, c'est la moitié là qui va prendre 7730 ans. Donc, on va ajouter. Donc, pour qu'on ait les 6 qui vont se transformer, il faut 11 000 ans. Maintenant, il reste encore 2. Donc, la moitié, encore, va prendre le 7730 ans. Donc, pour qu'il y ait sur les 8, les 7 qui vont se développer complètement en azote, ça va prendre encore, voilà, ça prend tout étage total là. Et pour qu'il y ait une dégradation totale, on doit être autour de 22 000 ans ou 23 000 ans. On va estimer autour de 23 000 ans minimum pour qu'il y ait la désintégration totale si on a dans un corps que 8 carbone 14. La réalité, c'est que dans les corps, il y en a beaucoup plus que ça, hein. Il y a des milliards, des millions, des milliers quand même. Vous voyez. Donc c'est très important. Et si vous avez des questions, Webby, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous et merci beaucoup, Dr Percy, pour l'exposé. C'était intéressant, même si je ne suis pas de base scientifique, et je m'intéresse quand même à la chose. Ma question serait par rapport à l'apport ou bien aux apports qu'a apporté M. Kato sur la bombe atomique et son explosion et l'expansion du carbone 14 dans l'atmosphère. Je me demandais, est-ce que ce phénomène n'influence pas, vu que le carbone 14 a été libéré aussi dans l'atmosphère à ce moment, est-ce que ce phénomène n'influence pas les datations au carbone 14 qui vont se faire ou bien qui se font depuis Oui. Non. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je pense que c'est là que se soulevait l'article de Drodro Ouadraogo qui ne l'avait pas compris. Ce que l'article de Ouadraogo soulevait, c'est exactement ce que vous soulevez comme question. Nous calculons le taux de carbone, le taux de carbone 12, le taux dans l'environnement, et nous avons des sections, des segments dans le temps et dans l'espace, des années 50 à peut-être une certaine période, et nous vérifions encore une fois, et nous maintenons. C'est ça que ça. Quand on vous dit que la science se maintient, il faut des institutions pour maintenir cela. Pour faire un bon travail de carbone 14 dans la société, c'est-à-dire quand les kamites, les traditionalistes veulent que l'on dise que ça c'est africain, il faudra une institution scientifique qui regarde ce ratio, cette moyenne que vous entendez dans l'environnement et celle qui se retrouve dans les carcasses et dans les fossiles que l'on retrouve. Et vous avez raison, l'activité humaine a tendance à exacerber cet équilibre. Mais jusqu'à présent, nous avons non seulement des meilleures méthodes, vous savez, le carbone 14 n'est pas la seule méthode qui sera utilisée pour déclarer la datation de quelque chose. Il y a le carbone 14, il y a d'autres, en ce qui concerne les formes organiques, il y a des méthodes génétiques à un certain point. Quand l'intégrité est trop vieille, on peut toujours regarder à partir des éléments qui se retrouvent autour. Vous ne trouvez jamais une chose par elle-même. Le potassium, argone que l'on peut utiliser, ou je pense que c'est l'uranium thorium, que l'on peut utiliser pour regarder à presque 500 000 ans
les rochers, les sédiments, et tout cela conduit à la datation. Donc la datation est une science et elle doit être maintenue. Et vous avez raison, et regardez le taux de déséquilibre ajouté, et puis vous faites la différence entre ce qui a exacerbé le taux original, la carcasse au moment de la mort, et l'activité humaine, qui est une quantité que vous pouvez séparer des trois variables. Est-ce que vous comprenez? Merci, je comprends. Merci beaucoup, Monsieur Kato. Voilà. Bon, c'était toute la question. Je peux descendre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pour approfondir sur le sujet. Et c'est très important que vous compreniez ça. Si demain quelqu'un vous dit encore que le carbone 14 ne s'utilise, il faut lui faire comprendre que non, d'accord. Ça ne s'utilise pas pour certains corps qui sont trop anciens. Un dinosaure n'a jamais été daté au carbone 14. Si quelqu'un qui vous dit que le carbone 14, c'est nul, ça sert à rien, vous me parlez de dinosaures, brûlez-le tout de suite. Demandez-lui quel dinosaure a été daté au carbone 14. Quel australopithèque a été daté au carbone 14. Il vous montre ça. Homo sapiens qui date de 300 ans n'a jamais été daté. C'est trop ancien. Alors, on utilise par exemple le potassium argon. Il y a même d'autres isotopes qui sont utilisés maintenant pour pouvoir améliorer encore le processus et la précision. Et donc, c'est plus précis. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise une nouvelle méthode, c'est pour être encore plus précis. Quand on a les incertitudes de mesure, par exemple, ça va être autour de 1,2 milliard d'années, 1,4 milliard d'années. On va trouver une méthode plus précise. Là, va affiner le truc. Donc, on va être autour de 1,3 milliard d'années, 1,35 milliard d'années. Ça va affiner le processus, c'est tout. C'est pas de quelque chose de c'est parce que ça, on est vraiment dans la science dure. Et on fait des mesures avec des formules, des équations qui sont très très précises et qui est représentative de ce qu'on a dans la réalité. Quand on fait de la datation, le seul outil qui peut remettre en question les données, c'est ce que Kato a dit tout à l'heure, la touche humaine, ou par exemple des erreurs de précision. Mais malgré ça, pour des corps qui sont de moins de 100 ans, franchement, ça sert à rien. Il va dater encore qui date de 150 ans avec une erreur de mesure qui peut aller à 10%. T'as quand même 15 ans, même voire 20 ans d'erreur d'incertitude de mesure. Donc, c'est trop beaucoup, un petit peu de temps. Donc, ça sert à rien de faire la datation pour ça. Mais par contre, quelque chose qui va dater de 5 000 ans, de 3 000 ans, de 4 000 ans, de jusqu'à 50 000 ans, même 50 000 ans, les articles que j'avais présentés la dernière fois disaient que, idéalement, 40 000 ans, ça va. Parce que 50 000 ans temps vers la fin, et ça peut augmenter un peu l'erreur de précision. Donc, il faut utiliser vraiment d'autres méthodes qui sont plus anciens, qui ne vont pas avoir de grandes difficultés avec, par exemple, la documentation. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on vous reprenne la démonstration, je suis tout libre, parce que c'est pour ça que je suis là. Je veux que vous compreniez bêtement. Quand on vous dit que le carbone 14, c'est quoi? Ça doit être simple. C'est que vous pouvez même prendre ce schéma-là, je vais le laisser. Depuis, je laisserai ça dans le groupe. Ce truc, cette démonstration-là, vous pouvez le dire. Oui, vous allez dire mon fils. Alors, écoute-moi bien. Dans le corps, c'est-à-dire que la moitié, ça va prendre 5000 ans pour se désinfecter. Vous leur faites cette petite démonstration pour dire, ah, c'est comme ça se passe. Il peut vous poser des questions. Si vous n'avez pas la réponse, vous me dites, pour le moment, qu'est-ce que je connais? Il va aller chercher, il va aller poser des questions à son père. Pour que demain, ils viennent pas raconter des corniques quand on parle de carbone 14. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de radioactivité, il doit comprendre. Un enfant, aujourd'hui, vous pouvez pas être un parent, et quand votre enfant vous parle de l'écran, de l'écran, vous savez pas ce que c'est. C'est-à-dire, vous devez savoir c'est quoi un atome. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est assez important de voir tous ces éléments-là. Oui, non, c'est très important. Et pour ceux qui nous écoutent, ça c'est la base. Hein. Il faut vous appliquer. Ça peut vous sembler comme étant des nouvelles leçons, mais la vérité, est-ce que ça a toujours existé depuis que vous êtes sur cette planète? Hein? Ce sont des vieilles théories qui doivent être absorbées, comme vous avez absorbé la géographie quand vous étiez jeune, votre prière du Notre Père, quand on vous a appris à prier. Ces bases-là de l'atome, du proton, des neutrons, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène, qu'est-ce que c'est que le carbone, pourquoi c'est ce que c'est. Il faut comprendre cela. Comme ça, quand vous votez, vous ne votez pas contre vous-même. Hein, parce que c'est ce qui s'est passé et c'est dangereux. C'est très important.
Et si vous avez des questions, hein, vous n'avez pas peur, vous êtes 40. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Si vous voulez qu'on vous refasse une présentation, demandez. C'est que vous venez d'arriver vers la fin. On vous démontre, on vous montre un peu c'est quoi la radioactivité, hein, comment les rayonnements sont de quel type. Il y en a 3 types. Hein, dans la nature, on vous a présenté cela. Il y a des atomes. Et les atomes, ils ont plusieurs structurations. C'est-à-dire que, pourquoi on dit que le carbone, c'est le carbone? Pourquoi on dit que l'azote, c'est l'azote? C'est juste au niveau de la structuration de l'atome. L'atome, avant tout, c'est des protons, des neutrons avec des électrons qui gravitent autour. C'est ça la structuration. À l'intérieur, il y a d'autres trucs, mais on va pas rentrer dans le détail. Ce qui permet de savoir que l'hydrogène, c'est l'hydrogène, c'est que quand on observe cet atome-là, on sait qu'il y a un proton avec un électron qui tourne autour. C'est comme ça se passe. Par la suite, vous avez l'hélium. Lui aussi, c'est deux protons, 2 neutrons, 2 électrons. Il y a aussi ce qu'on appelle le carbone. Le carbone, pourquoi on dit c'est le carbone? Parce qu'à l'intérieur, hein, on a 6 protons, 6 neutrons. Ils sont tout rouges et tout jaunes. Vous voyez, c'est 6. Autour duquel gravitent des électrons. Et le nombre total, c'est 6. Quand vous allez voir un atome d'oxygène aussi, c'est différent. Vous allez voir, par exemple, la structuration d'un atome d'azote, c'est différent. C'est 7 protons, 7 neutrons, 7 électrons. C'est comme ça, c'est sûr. Et des fois, il arrive qu'il soit instable. C'est là intervient le processus de la radioactivité. Par exemple, le carbone, normalement, il devait avoir cette structuration. C'est-à-dire 6, 6, 6. Donc, la somme des électrons, 12. Du carbone, 6. Normalement, en fait, la structure ici, ça doit être 12, en gros, c'est 6. Hein, pour pouvoir faire cette configuration-là, mais il arrive que, au lieu d'avoir 12, on a 14. Pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, 2 neutrons. Attendez, des fois on vous perd votre micro, docteur. Des fois on vous perd. Vous venez, vous... Ok, c'est bon. Là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Donc, il arrive que des fois, on a des atomes instables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une stabilité comme ça, il y a cette instabilité qui peut provenir et qu'elle est toujours présente avec certaines proportions dans l'univers. Mais cette instabilité oblige l'atome quand même à libérer des énergies sous forme alpha, bêta, gamma pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Là, on en a 8, 6, 6. Et on a cette affaire, on va avoir par exemple la libération de l'énergie qui répond à cette formule. C'est-à-dire que le truc qui est carbone 14, là, avec les 8, il va faire en sorte que un proton va apparaître sous forme, un nouveau proton va apparaître, il y a une libération d'électrons et d'antineutroniques. Et ce qui fait que, à la base, on avait 8, 6, 6, il va avoir une nouvelle structuration, c'est-à-dire que l'électron va être libéré, va rejoindre la couche, et un des neutrons va subir, sous l'effet de la libération, transformation en proton. Et donc, du carbone 14 qu'on a, qui a une structuration, on va avoir ce qu'on appelle l'azote, qui est la structure d'azote. Et cette désintégration, elle est radioactive. Et quand elle se passe, elle prend un certain nombre d'années pour un groupe d'atomes. Et c'est sur ça, là, en fait, c'est cet atome instable là qui tend vers une certaine stabilité, elle est présente dans certains organismes. Et c'est quand on sait, on peut estimer au début combien du nombre de carbone il y avait au départ et combien il y en a à un instant T. Et à partir de formules générales, on peut facilement, d'accord, estimer le temps ou la datation d'un corps qui vient de mourir. Bon, si chacun on t'écoute. Attends, avant de faire, laisse refroidir. Comme ça, tu mets dedans. Fais d'abord le truc là. Chacun. Refroidir. Tu sais, on en est qui et tu mets à mettre le matelas, non? Chacun. C'est un bit, c'est ça là, et surtout on va dire. Bon, je pense que chacun est monté, il n'est pas au courant. Je ne sais pas, on dirait que c'est lui qui parle lingala là-bas comme ça. Yo, yaya. Quand un micro n'a mutongo zotika micro ezobeta boyo toujours kabiyo kwa ça. Ozolamba. Chaka ozolamba. Peut-être. Chaka ozolamba. Et Chaka. Voilà. Super. Oui. Je peux rajouter un petit truc. Oui, exactement. En tout cas, je vous remercie parce que là, je vais m'intéresser parce que c'est pas trop mon domaine, hein, je vous assure, hein, mais j'ai compris pas mal de la règle de 3 pour pouvoir calculer les fameuses molécules des protons, des neutrons. Donc j'ai fait mes petites recherches. En fait, la carbone a été mise en point dans les années 1940. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons tous acquis. Hein. Nous devons apprendre, c'est important parce que là,
pour les datations des ossements ou bien des différentes, comment dirais-je, matériaux. C'est très important. Voilà. Pour notre culture, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Hein. J'ai appris beaucoup ce soir et moi, je vais approfondir encore de mon côté pour pouvoir plus acquérir de savoir de cela. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait des trucs simples, hein, parce qu'en réalité, sur le terrain, c'est pas, vous n'avez pas trouvé 10 000 restants alors qu'il y avait 20 000 au départ. S'il y a vraiment 20 000 au départ, ça doit être 25 695, Tout à fait. et vous allez avoir Approximativement, un truc exactement, ouais. 10 345, c'est pas, ça vous permet d'avoir des estimations réelles, mais je fais le plus simple possible. Mais j'ai fait le plus compliqué, après je vais essayer le plus simple, comme ça vous comprenez un peu la démarche. Et si j'avais trouvé, par exemple, on va voir, on va corser un peu le travail, pour voir si vous comprenez bien. Bon, pour ceux qui ont suivi, hein, si j'avais par exemple 5 000 restants. 5 000 restants. Ouais, si j'avais eu 5 000 restants, ça voudrait dire que quoi? Si j'avais eu 5 000 restants. Donc ça veut dire que le nombre initial c'était 20 000. Donc ça veut dire qu'il reste 5 000. Au final, on a eu environ 15 000 qui se sont désintégrés. Donc 15 000, ça veut dire quoi? Si je peux vous aider avec le schéma que j'avais au départ. Donc 15 000, ça veut dire qu'on a eu la première moitié, 10 000 qui a été désintégrée. Il reste 10 000. Et il y a encore la deuxième moitié qui a été désintégrée. Donc en général, si tu vas faire du 5 730 x 2. Parce que tu comprends la logique. C'est-à-dire que d'après mon schéma, en fait, lorsque la première moitié est désintégrée, ça fait 5 730 ans. Donc la moitié aussi, pour que ça te désintègre, il faut 5 730 ans. Donc, si il y a eu la première moitié et la deuxième moitié qui ont été désintégrées, on doit être autour de 11 000 ans, voilà, avec les estimations, on va dire, ça doit dater autour de 12 000 ans à peu près. C'est-à-dire, voilà, le temps va être 11 000 ans, quelque chose. De 11 600, à peu près. 11 460. C'est-à-dire, si tu fais la somme des deux, 5 738, 5 730, ça fait 11 460. Voilà, exactement. Voilà. 11 600. Voilà. En tout cas, merci. Vous avez compris un peu le système. Hein. C'est intéressant. C'est comme un jeu de mots, en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais avec des chiffres. Voilà, je jongle avec pour voir si vous avez vraiment compris. Mais en réalité, si les chiffres sont très complexes, on utilise des formules générales. Il y a les formules générales qui sont là que vous allez utiliser. Ah oui, j'ai vu ça. Vous pouvez appliquer un logarithme ou bien un exponentiel ou je sais pas. Bon, ça dépend de comment tu appliques la formule pour pouvoir trouver la réponse. Parce que tu as toutes les variables qui sont présentes. Voilà, 11 460. Mon cas, tu comprends très bien. Maintenant, si demain, vous parle de carbone 14, vous pouvez à moi lui expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, c'est ça. NMR. Jamais su lire bien ton prénom. Oui, bonsoir Percé, bonsoir à tous. Comment tu vas? Très bien et toi? Oui, ça va, parfait. Ouais. Bon, moi, comme je suis venu vers la fin, du coup, j'ai pas de questions. C'est d'abord à t'apporter mon soutien, toi et Kato, pour le travail scientifique que vous faites dans la communauté. Donc, je pense que vous remercier, ça fera pas de mal de temps en temps. Voilà, mais sinon, à part ça, j'ai pas de questions. Voilà. T'as pas de questions, mais t'as compris un peu dans l'ensemble? Ouais, comme je suis venu vers quasiment à la fin, ouais. Il y a des choses que j'ai compris, et puis même au-delà de ce live, il y a d'autres lives auxquels tu nous as expliqué des choses et que j'ai bien apprécié et également que j'ai appris des choses. Mais surtout aussi, par exemple, sur les recherches des articles scientifiques auxquels tu nous parlais des DIO que je ne connaissais pas. Et là, aujourd'hui, je fais de mieux en mieux de faire des recherches. Oui. En ce sens, je pense que c'est une très bonne chose. Malgré qu'on n'a pas de culture scientifique, on peut quand même suivre ces règles que tu nous donnes habituellement, toi, Kato et d'autres scientifiques. Voilà, exactement. Alors, je vais vous faire un truc important. Je n'ai pas souvent le temps de le faire, mais je vais vous guider un peu sur ça. Écoutez, si jamais vous faites face à Ouedraogo ou tout ça, alors on va pas vous recommander ça par défaut, hein. J'avoue quand même que c'est pas. Excusez-moi de ce qu'on a. Je suis en train de juste faire la veille. Alors, si vous tombez sur des gens comme Ouedraogo qui vous disent qu'ils ont produit des articles,
dites-leur que c'est pas eux qui ont écrit l'article, donc c'est pas eux qui le produisent. Quand on dit j'ai produit un article, ça veut dire que tu l'as écrit, cet article. Donc, c'est du foutage de gueule déjà. Alors, je vais vous présenter 3 sites. Et si vous faites de la recherche scientifique, ça va vous aider. Alors, quand vous faites de la recherche, même si vous n'avez pas besoin d'être docteur, hein, un ingénieur peut faire de la recherche. Si Cato, par exemple, s'il a besoin d'informations, ou d'un article, il peut aller faire ses recherches sur Google. Mais c'est pas trop conseillé. Alors, si vous voulez faire de la recherche, vous tapez Google Scholar. Est-ce que vous pouvez prendre en capture? Je vais virer ce truc-là déjà. Je pense que vous avez un peu compris. Vous Ouais, tapez- j'ai fait une capture, effectivement. Voilà, Google Scholar. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est-à-dire, vous tapez les mots-clés. Par exemple, si je veux taper, je vais dire carbone 14. Je tape. J'ai par exemple PDF, ça veut dire ça va m'envoyer vers un article scientifique. Ça ne vous propose que des publications scientifiques. Et il y a toujours le DOI. Hein. Le DOI, c'est Digital Object Identifier. Donc, il va vous donner une structuration du travail. Voilà. Par exemple, ici, souvent, il n'y a pas de lien PDF. Mais vous devez faire l'effort de pouvoir structurer tout ce travail-là. Attends. Il y a toujours un DOI, même si vous ne le trouvez pas dans le document. Alors, si vous ne pouvez pas dans le document PDF, faites une recherche du titre du travail. Vous allez trouver sur un autre truc. Le DOI, c'est souvent ça, c'est un lien. Ou ça s'écrit, il y a toujours doi.org et puis vous avez un 10 points, truc là. En fait, c'est la pièce d'identité de l'article. Et ensuite, vous avez l'abstract, un article, souvent, c'est toujours structuré de cet ordre-là. Il y a un abstract, c'est-à-dire un résumé, avec à la fin de l'abstract des mots-clés. Et ensuite, à la fin, vous avez les références bibliographiques qui ont été faites derrière. Alors, le premier site que je vous ai donné, c'est Google Scholar. C'est très important. Ensuite, vous avez, par exemple, ResearchGate. Attention. Je suis sur mon profil. Donc, sur mon profil, c'est pour ça. Ça vous présente les types d'articles. En général, si vous êtes abonné à des gens, vous verrez souvent des publications qu'ils vont faire. Et vous pouvez créer un compte, mais en général, vous créez un compte avec votre statut chercheur dans votre université. Donc ça vous met en lien directement avec tous les chercheurs de vos équipes. Ici, par exemple, comment dire, si vous voulez faire de la table de recherche, vous tapez les mots-clés ou les journaux qui vous permettent d'avoir accès à plein d'articles scientifiques. Là, c'est que des publications scientifiques qui sortent. Vous voyez le titre, le nombre de citations, le nombre de lectures, hein, les courbes, les images aussi qui sont présentées en général pour avoir une idée. Parfois, vous allez tomber sur des articles qui sont un peu... Alors, vous voyez, quand ça affiche download comme ça, vous pouvez le télécharger. Pour aller sur ResearchGate, vous devez créer un compte obligatoirement. Mais vous devez télécharger. Mais il arrive il y a certains articles qui demandent le full request. Je suis en train de chercher un, là, je n'en trouve pas. Alors, full request, ça veut dire que vous devez demander à l'auteur de vous autoriser à lire son travail. Et des fois, c'est chiant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier le DOI de l'article. Hein, vous allez sur l'article en question. Par exemple, si je vais sur Khaled, je vais copier son DOI et je suis en train de vous apprendre comment on craque. Hein. De la même manière, on craque les films. Nous aussi, on sait craquer. On craque aussi les trucs là, les articles scientifiques. Donc, vous allez sur SCU Hub. C'est un site de recalcitrant. Donc, tu vas cliquer direct, tu vas copier le DOI, tu vas rentrer. Des fois, ça retrouve, des fois, ça ne retrouve pas. Donc, là, ça n'a pas retrouvé parce que c'est un article récent. Donc, ce sont des gens qui se battent contre ceux qui rendent cachés les articles. Donc, vous allez copier la référence là. Et lui, même si vous n'avez pas trouvé l'article sur Internet, il va réussir à vous le dénicher. Parce qu'ils achètent ça et le mettent c'est pour la communauté scientifique de pouvoir lire quand même les articles qui sont cachés ou ceux qui ne sont pas faciles à pouvoir lire. Et c'est très important aussi. Et je vais vous donner le dernier site aussi, Elsevier. Elsevier plutôt, excusez-moi. Et, bon, ici, souvent, c'est rare de trouver des articles gratuits, mais vous pouvez faire énormément de recherches là-dessus. Voici le nom, Elsevier. Vous trouvez des articles scientifiques sur ces sites-là. Et un article scientifique, il faut savoir le lire aussi. Mais en général, si vous cherchez une information cruciale dans l'article, par exemple, si c'est juste voir s'il y a l'information que
le carbone 14 peut être daté jusqu'à 50 000 ans. Cette phrase-là existe dans l'article. Vous la récupérez, vous montrez l'auteur, l'abstract et la source et vous dites que voilà, c'est écrit dedans que voilà. Et des fois, même l'auteur va écrire ça, va faire référence à d'autres auteurs. Et donc, tu vas trouver d'autres articles qui parlent énormément du sujet. Donc, voilà, c'est pas, si un auteur a écrit ça déjà, c'est un fait scientifique prouvable au moins via un travail de recherche. Et maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent vous présenter des travaux de recherche qui viennent de publications ou de journaux qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas de haute qualité. Par exemple, il y a un article qui existe qui dit que quand le courant dit que les montagnes servent de piquet pour la Terre, il y a un gars qui a écrit un article scientifique dans une revue qui n'est pas vraiment scientifique. Et qu'est-ce qu'il explique? Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aller lire l'article en complet. Et quand vous allez lire l'article en complet, il dit quoi? Que lui, il a fait sa théorie, mais elle ne peut pas être démontrée. Que pour que ça soit démontré, il faut qu'il y ait une seule montagne sur la Terre. C'est lunaire. C'est quelqu'un qui vient vous montrer que les montagnes fixent la Terre comme des piquets, mais il vous fait toute une démonstration, il vous dit dans sa conclusion que on ne peut pas observer ça avec toutes les montagnes présentes. Il faudrait qu'on supprime toutes les montagnes pour voir une seule montagne pour pouvoir l'observer. Je dis, mais c'est quoi cette conclusion complètement débile? Normalement, si toutes les montagnes servent de piquet, normalement, ça devait se voir. Sauf que ce n'est pas le cas. Lorsque vous regardez les articles scientifiques qui parlent en géologie, là où il y a le plus de tremblements de terre, c'est là où il y a les longues chaînes de montagnes. Par exemple, la chaîne de l'Atlas. Par exemple, la chaîne de montagnes sous-marines qui existe, par exemple, proche du Japon. Par exemple, la chaîne de montagnes qui existe le long de la côte ouest de l'Amérique jusqu'en Amérique du Sud. Par exemple, les pays qui ont les plus de travaux de séisme, c'est le Chili, le Pérou, San Francisco, qui ont les plus gros calculs parasismiques en génie civil. Donc, d'où les montagnes servent de piquet, stabilisent la Terre, où c'est l'endroit où tu les retrouves le plus en chaîne de montagnes qui a le plus de tremblements de terre. Ça, c'est même pas quelque chose à réfuter. Là, s'il n'y a pas de montagne, les zones sont plates, il y a moins de plaques tectoniques, il y a moins de failles qui se rencontrent, et il y a presque pas de tremblements de terre. Voilà. Monsieur Kato peut en ajouter, hein. Ah non, mais non, moi je pense que vous avez très bien représenté la chose. Et surtout pour la recherche, moi je pense que les sites que l'on vous a donnés sont très importants. Comme ça, vous vérifiez les articles que l'on vous donne quand quelqu'un montre un article. Vous allez lire celui qui est responsable de l'article et quelle est la réputation de l'institution qui vous donne cet article. Moi, je pense que le SCA, Dash Hub, est un très bon site où vous pouvez aller comme ça vérifier tous les articles que les Bozo, les Kindimbu et ces gens-là sortent et ne lisent même pas. C'est grave. Depuis qu'on a fait la guerre contre ces gens-là, il faut prouver avec des faits et des références. Maintenant, les gens pensent que brandir une liasse de papier comme ça et quelques onglets d'internet, de Google, ça suffit. Non, il faut regarder et lire l'article parce que nous allons lire et regarder l'article. C'est pour ça que Ouedraogo, quand il a montré son article de carbone 14, vous sentez qu'il n'a pas lu l'article. Et ces choses-là, c'est honteux. Il faut pas faire ça. Il faut utiliser les outils que l'on vous donne ici pour aller faire le travail. C'est ce que ça veut dire, vérifier. Et même si c'est en anglais, vous pouvez le traduire. Et si vous comprenez pas grand-chose, faites une barre de recherche dans votre fichier PDF pour chercher 50 000 ans. D'ailleurs, l'information clé que vous voulez rechercher, vous trouvez, après, vous avez la traduction, ou bien vous pouvez même traduire en PDF directement. Maintenant, il y a des outils qui permettent de pouvoir faire de la traduction d'un fichier en anglais, en fichier français, mais avec quelques erreurs près, ou bien vous cherchez le mot-clé en anglais, vous trouvez, et vous allez vous traduisez. Et c'est très important, c'est-à-dire que dans un truc, attendez 2 secondes, je vais vous montrer ensuite un truc là. Alors, c'était quoi? C'était ça, hein? Ouais. Très important. Et écoutez, voilà, je vais vous montrer ça. Un article qui n'est pas scientifique, c'est ça, là. C'est quand je vous fais un petit truc de carbone 14, et puis voilà, c'est donc, je vais sur un site là, quelconque là-bas, et puis voilà, CIRAM, la datation carbone 14, et puis je lis sur le site toutes les informations. Et puis je vous dis que ça, c'est un article. C'est un article de trucs là, c'est un article de site. Il y a des articles de presse, des articles de sciences
je parle de science, mais c'est pas des articles scientifiques. Il y a des articles de presse et des articles de magazines. Hein. Vous pouvez trouver des magazines digitales. Vous pouvez trouver des sites de magazines, par exemple Dior ou bien je sais pas quoi, Elle, qui ont des sites sur lesquels ils publient des articles tous les jours. Il y a Radio France qui publie des articles tous les jours. Hein, vous pouvez aller sur TF1, je vous tapais même tout à l'heure, regardez. Je suis sûr que TF1 a déjà écrit un article de journal sur sa rubrique, tu vois. Je vais taper TF1 en barre de recherche. Voilà. Donc, bon, ils n'en ont pas fait. Ok. Ils n'ont pas parlé de ça. Voilà. Si je trouve par exemple TF1 qui écrit un article sur le carbone 14, ou bien même National Geographic. National Geographic, c'est pas mal. Sauf que National Geographic, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous renvoyer à des articles scientifiques. Par exemple, même si vous allez sur Wikipédia, Wikipédia, ce n'est pas un mauvais truc. Quand vous allez sur Wikipédia, par exemple, hein, Wikipédia va vous donner des informations. Mais quand Wikipédia vous donne des informations, il donne toujours ce qu'on appelle des 1, 2, 3, 4. Et quand vous cliquez dessus, il vous renvoie vers quoi? Vers une référence. Et ça, par exemple, c'est un article. Ça, par exemple, c'est un document dans un dictionnaire, une définition dans un dictionnaire. Ici, par exemple, ça, c'est un article scientifique. Ici, par exemple, voilà, il vous renvoie toujours vers des définitions ou des trucs, et vous pouvez vérifier la source. Wikipédia, certes, c'est un outil qui vous donne une information, mais elle référence toujours ces informations. Alors, si Wikipédia, vous l'utilisez, mais si vous voulez vraiment être dans le dur pour ne pas être dans la cacophonie, vous sortez juste un article scientifique, et ça donne le sujet directement. Ouais, c'est pas, franchement, je vous garantis pas quand vous allez lire un article scientifique, vous avez compris tout ça. Même un étudiant en thèse ou bien un chercheur, il y a des articles sur lesquels tu vas faire juste une demi-heure et puis c'est bon, tu as pris ce que tu veux prendre dedans, c'est bon, tu es content. Il y a des articles sur lesquels tu vas passer une semaine, des fois même un mois. Il faut que tu le relises encore pour comprendre certaines choses. Tellement le langage est compliqué, l'outil qu'on va utiliser est complexe. Donc, nous, on l'utilise juste pour pouvoir plébisciter certaines informations basiques connues en sciences, mais que des personnes vont venir remettre en cause inutilement. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? Alors, il y a des questions en bas. OK. Est-ce que je peux poser des questions sur des roches extraterrestres comme les oui. Oui. Vas-y, pose ta question. Voilà. Tu peux monter, venir poser ta question, monsieur. Je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir fait monter. Très bon live et très intéressant. J'espère que tout le monde m'entend bien. En fait, moi je voudrais un peu savoir sur la datation des astéroïdes et des météorites qui tombent sur Terre. En fait, déjà, est-ce que ces datations sont fiables? Sachant qu'une météorite qui a voyagé dans le cosmos pendant des milliards d'années aurait peut-être subi des radiations cosmiques, par exemple, ou même quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre, à cause de la vitesse, il peut y avoir des fortes chaleurs qui vont se créer et finalement, lorsqu'elle tombe sur Terre, je pense qu'il peut y avoir une réorganisation des minéraux, quelque chose comme ça. Donc déjà, est-ce que ce type de datation est fiable? Je me pose un peu la question dessus, parce que après ça, je voulais revenir sur une autre question sur la théorie qui dit que la vie est apparue sur Terre grâce aux protéines qui étaient contenues, ou bien qui sont souvent contenues dans les météorites qui tombent sur Terre. Merci. Ok. Alors, pour te dire, je ne sais pas s'il y a des rayonnements qui vont modifier la structure de certains types. Parce que pour les objets qui sont présents la plupart du temps dans l'univers, ou des astéroïdes ou des roches, qui sont proches de notre système solaire, l'étoile la plus proche, notre étoile principalement, date de 4,7 milliards d'années. Donc, on estime que tout astéroïde ou tout rocher en général qui passe à côté
provient de tout ce qui a explosé depuis notre étoile mère. Donc, tu vois. Donc, et même si cette roche est plus vieille, on va pas trouver ces isotopes là à l'intérieur. Tu comprends? Donc, on fait de la datation principalement pour des astéroïdes avec l'uranium plomb 238. Par contre, il y a des mesures des instruments sont calibrés. Des fois, on peut faire le check-out avec plusieurs méthodes. Et bon, les lois de désintégration en radioactivité sont très bien établies, hein. Elles reposent sur des principes physiques fondamentaux, ce qui signifie que la présence de bruit ou la tendance globale euh, n'affecte pas trop la précision. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Et donc, bon, avec les analyses statistiques, on trouve souvent des trucs plus ou moins du même type. Donc on va pas essayer. Il y a toujours une cohérence dans la datation des objets. Si ça vient de là, ben la datation et à peu près si on sait que ces objets-là viennent à peu près de là, ou ces objets de tel type-là, souvent on estime que ces objets de tel type-là viennent de tel âge. Mais quand on va en retrouver d'autres dans l'univers, quand on va le dater, ça sera à peu près de la même chose, tu vois. Donc il n'y a pas trop d'erreurs qui vont être estimées ou de bruits importants qui vont être mis en valeur derrière. Parce que la vie, sont des hypothèses. On n'a pas encore prouvé expérimentalement ces hypothèses-là. On sait qu'il y a des éléments, des protéines de base sans lesquelles la vie ne serait pas apparue, mais on ne sait pas, c'est-à-dire il y a l'hypothèse de Lucas, mais on ne sait pas par quel processus il y a eu boum, quoi. Ce qui est sûr, il y aura eu plusieurs cellules de Lucas. Ou c'est possible même que on n'a pas eu besoin d'un Lucas, hein, que les premières cellules primordiales, c'est-à-dire les bactéries, les archées, les eucaryotes, sont apparues à peu près au même moment sous un certain phénomène naturel, mais on va pas s'accorder à dire des choses qu'on n'a pas encore vérifiées expérimentalement. Dans cette l'ordre de l'hypothèse, on a des avancées. J'ai déjà lu un article qui parlait de certaines cellules primordiales qu'ils ont retrouvées sous certaines couches de roches très très anciennes, mais ça ne répond pas forcément à la question. Il faudrait trouver quelque chose de l'expérimenter, c'est-à-dire que dire à partir de rien, on reproduit les conditions environnementales d'il y a plusieurs millions d'années avec l'apparition, ou milliards d'années avec l'apparition de la vie, et on va voir si ces conditions expérimentales, qui sont similaires à celles de la nature, produisent des premiers organismes vivants. Et si on voit apparaître de manière autonome comme ça, si on ne sait pas faire de manière autonome comme ça, on ne peut pas reproduire la vie comme ça avec des protéines, non. C'est-à-dire il faut des cellules souches de base pour pouvoir reproduire la vie. Donc si on arrive à reconstituer ça, on aura la réponse à notre question. Et ce serait la preuve qu'on n'a pas forcément besoin d'un créateur. Mais de toute façon, même quand on observe l'organisme, il y a des erreurs systématiques. Tout n'est pas forcément parfait. C'est pour ça que nous tombons malades, ou il y a des maladies qui nous font tomber. Tout n'est pas forcément parfait, mais le processus d'évolution et la coordination des organismes vivants fait que il y a de la complexité au niveau de la structure des organismes. Ça donne naissance à ça, ça fait évoluer tel truc. Et c'est assez intéressant. Mais on n'a pas vraiment de réponse pour le moment sur la base qui va former ces trois-là. Donc, il y a une hypothèse d'un certain Lucas. Ce serait la cellule qui est commune à tout le monde. Parce qu'on sait que les bactéries, les archées, hein, on a tous ce truc en commun, mais il doit y avoir un truc de base. Un, de qui tout est né. Ou soit c'est les trois qui sont nés en même temps, mais sous les bases de certains phénomènes physiques. Mais on ne l'a pas encore expérimenté en tant que tel. Voilà. Monsieur en bas, moi je vous suggère d'aller reconsidérer un peu votre méthode il faut aller vérifier, monsieur Évolution. Les méthodes de datation, même pour les astéroïdes, sont très bien expliquées. Je ne les connais pas directement moi personnellement, ce n'est pas là où je regarde, mais je sais qu'il existe des méthodes pour regarder les collisions avec les raies cosmiques, les cratères, et aussi la nature, le contenu de ces astéroïdes, hein. Vous savez, nous avons déjà prévu quels sont les éléments qui constituent notre univers. Et une chose que Dr Percy a souligné, c'est que ces astéroïdes voyagent à travers des poussières. Oh, il est parti. Pourquoi il est parti? Ah, il vous écoute pas. Bon voilà, il n'écoute pas, hein. Ce sont des gens qui viennent juste comme ça pour nous ennuyer. Il y a ça et on aurait répondu à la biogénèse et l'abiogénèse, qui sont des choses que les gens regardent et que Dr Percy a bien expliqué ici. Nous soupçonnons que les lipides, les aminos,
et le RNA sont à l'origine de ces choses-là, hein, et ça crée des polymères. Je pense que ça a été un peu plus, au moins, on a essayé de caresser la chose, mais il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Mais j'aurais aimé que ce monsieur reste pour qu'on réponde à ces questions. Tant qu'il est parti, ça me donne envie. Il faut revenir. Des questions. Vous n'avez pas de questions? Mais vous êtes toujours là à vous plaindre tout le temps quand on est dans des lives. Maintenant que vous avez la chance de poser des questions, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui vous prend? Vous venez poser des questions qui font peur, j'espère. Vous êtes là pour les questions? Ah, mais je crois que j'ai merdé. Je pense qu'elle va redescendre parce qu'elle lag énormément. Qui ça, Esther? Oui, parce que depuis elle ne se connecta, peut-être elle s'est déconnectée en même temps. Il ne faut pas avoir peur de venir poser des questions. Hein. Il ne suffit pas juste d'apprendre. Il y a des trucs, il y a des questionnements, des choses. Hein. On se pose des questions. Vous voyez, tout ça, c'est la vie. Hein. Tout ça, c'est toutes les branches de vie qui existent dans le monde. Tout ça. Et c'est le vivant. Et j'aime beaucoup cette réflexion qu'il y avait eu un certain ami la dernière fois quand il était face à des religieux et qui disait que l'univers était contingent parce que son contenu est contingent. Oui, c'est qui ça? Ça, c'est Bozo qui a dit ça. Non, c'est Bojo, Von Reich, Léon, non pas Léon n'a pas de niveau là. Truc là, Lams, compagnie, qui disait cela, on leur pose la question, on lui dit, mais les atomes ne sont pas des vivants. Mais un être humain est constitué d'atomes. Alors que l'être humain, l'être vivant est vivant, constitué d'éléments qui ne sont pas vivants. Donc, alors que l'élément qui est l'atome n'est pas vivant, mais plusieurs types d'atomes constituent un élément qui est vivant. Donc, tu ne peux pas dire que parce que les éléments qui sont contenus dans l'univers sont contingents, donc ça veut dire que l'univers est contingent. Tu ne peux pas l'appliquer directement à l'ensemble. Tu ne connais pas la nature de l'univers. Il se peut que même l'univers existe depuis un Big Bang, un Big Crunch de manière infinie. Et tous les éléments qui constituent la matière ont toujours existé plus ou moins et changent juste de forme. Donc, sous un Big Bang, ça va prendre une certaine forme, évoluer, donner la vie qu'elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il y aura un Big Crunch qui va arriver, un nouveau Big Bang, et ainsi de suite. Et là, on va même dire que, certes, nous sommes contingents en tant que forme, en tant que être vivant qui apparaissent à un certain moment, mais tous les éléments qui sont contenus dans notre corps ont toujours existé. Donc, ils sont ils sont nécessaires. Donc, les éléments qui sont contenus dans notre corps sont nécessaires. Ils entendent par contingent. Je suis en train de perdre mon. En fait, ils entendent par contingent quelque chose qui aurait pu exister ou ne pas exister. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui suit forcément une régression finie. C'est-à-dire que la chose aurait pu commencer à exister ou ne pas exister. Donc, il n'est pas nécessaire. Et dans ce qui est nécessaire, c'est ce qui doit forcément exister. Et voilà. Et donc, ce qui doit forcément exister pour lui, c'est Dieu. Mais je dis, mais comment tu fais le rapport en allant directement? L'univers lui-même peut être l'être nécessaire. C'est-à-dire que l'univers, c'est l'élément nécessaire qui a toujours existé. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur ne fait que changer d'état. Et se déloger de cette vérité pour une autre vérité plus complexe, c'est même plus le même raisonnement. Voilà. Et donc, quand il bute toujours sur nous face à ça, parce que c'est du sophisme de composition. Et donc, quand tu le mets en valeur devant lui, il va très fuir. Mais quand il est devant quelqu'un, il utilise contingent, quiddité, il utilise des mots philosophiques, ouais, pour un peu après. Je pense qu'il y avait un type qui débattait avec Médusa, c'est ça, non? Oui, il y a Lams, il fait ça. Il y a Von Reich, il y a aussi, comment il s'appelle, Gojo. Gojo aussi fait un peu ça. Islam Bey aussi fait ça. C'est des abrutis, c'est la ribambelle des plaisantins, ça. On appelle la team PDF parce que je me rappelle encore très bien, il y avait AT de France, hein, celui avec qui tu as. Oui. France qui était chez Applauser, ils sont montés et ils ont dit que nous voulons prouver Dieu. On dit fais ta démonstration. Et AT de France a dit mais ça c'est une démonstration de l'ordre philosophique et que les Grecs utilisaient. Donc, si vous êtes des acharis, vous allez expliquer des raisonnements des Grecs pour prouver Dieu, qui est même erroné. Tu as lu ça dans un PDF, c'est ça? Il voulait confirmer plus ou moins qu'il a lu ça dans un PDF. Et effectivement, c'est comme ça on les a nommés la team PDF. C'est-à-dire ils vont bûcher des PDF qui disaient être nécessaires, ils comprennent pas très bien. Et quand ils tombent, ils maîtrisent sur le sujet, ils commencent à danser. Bon, et vous, Bap, finalement, oui,
Je n'étais pas parti, j'étais juste descendu. Enfin, Tu as très bien répondu, merci pour ça. Mais je me posais quand même une question. Bon, déjà, moi, je ne suis pas religieux, hein. Moi, je réfléchis et j'essaie de me poser des questions. Tout à l'heure, tu viens de dire que, allô, est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu peux quand même laisser Kato te terminer sa réponse? Moi, je suis resté sur ma fin, hein, parce que c'est très intéressant. Ok, ok. Vas-y. Ah vas-y. non, non, moi j'ai oublié. Enfin, qu'est-ce que je disais? J'ai complètement oublié ce que je lui disais. Allez-y, monsieur Paul. Ok, allez-y, et vous là. Ça reviendra, ça reviendra. Ok, bon, moi, je me disais juste que, s'agissant de l'origine de la vie, puisque nous sommes nous sommes du vivant, composé d'éléments non vivants. Et aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il existe ce qu'on appelle le karma, il existe ce qu'on appelle la loi de l'univers, c'est-à-dire que nous sommes capables de penser fortement à quelque chose et quelque temps plus tard, cette chose se réalise. Lorsque Je ne j'essaie sais de pas pourquoi voir, vous dites des choses comme ça. Vous avez fait ça? oui, personnellement, je l'ai pratiqué et ça fonctionne. Vous avez expliquez-nous comment, avec des détails s'il vous plaît. Non, en fait, j'en venais, je disais un peu, je voulais dire que lorsque je vois un peu le raisonnement des religieux, lorsque je vois un peu le raisonnement des religieux qui se disent qu'il y a quelque chose qui a créé tout ce qui existe. Ah, Bon, j'ai peur de la connexion. bon, moi je me pose quand même la question, comment Docteur faire ce Percy, je vais vous rapport? perdre dans quelques minutes, hein. Je crois que j'ai noyé mon téléphone. Je me pose quand même la question, comment faire le rapport entre ces éléments non vivants qui revenaient de l'univers, des météorites et autres, ont pu mettre en place des éléments aujourd'hui vivants comme nous les humains, les animaux, les plantes. C'est un peu ça ma question. Ok. Permettez-moi 2 secondes. Hein, Ah, alors, Oui. oui. Permettez-moi 2 secondes. En fait, la loi d'attraction, pour te dire la vérité, ce n'est pas une vérité. C'est pas quelque chose qui est prouvé. C'est quelque chose qui relève de l'expérience personnelle de chaque individu. Là, je détache le truc là. Des fois, les chargeurs à addition, c'est pas bon. Alors, c'est quelque chose qui relève de l'expérience personnelle de chaque individu. Il y a des gens qui vont appliquer la loi d'attraction, ça va se produire parce qu'ils y croient fermement. Et je peux te dire, oui, quelque part, si tu crois en toi-même et tu es persuadé que tu vas arriver dans un but, tu auras tous les éléments qui vont être mis en place parce que tu te concentres fermement sur cette chose-là. Et d'une manière ou d'une autre, en fait, inconsciemment, tu vas tendre vers l'excellence qui va t'amener à aboutir vers ton but. Tu peux l'interpréter comme, je sais pas, l'univers qui répond à tes demandes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est prouvé. Je peux te dire que oui, l'expérience de ça, je l'ai fait. Quand je pense fortement à quelque chose, je me bats pour pouvoir l'atteindre. Oui, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que un univers interagit forcément avec moi. Même si j'ai cru croire ça à un moment donné, hein. Mais comme j'ai pas d'éléments de preuve, je ne m'avance pas là-dessus. Pour moi, c'est pas prouvé, au fait. Ça relève de l'expérience personnelle de chaque individu. Et pour moi, c'est plus de l'ordre de la psyché. Je peux même rejoindre ça avec l'inconscient collectif, hein, si tu veux. Un inconscient collectif qui est propre à un groupe de personnes qui sont persuadées que lorsqu'on demande quelque chose à l'univers fait tout pour pouvoir répondre à notre exigence sur cette demande-là. Et ça, si un inconscient, un groupe de personnes croit à ça, est persuadé de ça, ben ça va faire que les galvaniser dans l'accomplissement de cet acte, c'est tout. Voilà, Monsieur Kato, vous pouvez répondre. Non, mais attendez, moi j'ai mon téléphone qui va en couille ici. Écoutez, monsieur. Ah, là, ça marche. Alors, écoutez, monsieur. Vous imaginez une boîte. Et dans cette boîte, il y a 10 billes. Ces billes ont des couleurs différentes. Vous voyez que l'interaction de ces billes, en dépit de leur différence, sera toujours la même. Mais ces billes, quand elles se regardent différemment. Il y a cet effet, c'était un exercice un peu simple, mais il y a cet effet où vous regardez votre couleur et vous êtes certain que vous n'êtes pas une bille. Vous êtes une couleur.
Mais en fait, vous êtes une bille comme toutes les autres billes autour de vous. Et quand vous voulez des choses, quand vous émettez des désirs, ce sont des choses qui sont probablement possibles à cause de la cohésion et l'interaction que vous avez avec les membres qui se trouvent tout autour de vous. L'un de ces membres est un pont à vos désirs et ce que vous voulez. Mais d'habitude, je vous garantis que vous allez réduire vos expectations et ce qui paraît comme étant une réponse à ce que vous recherchez est en fait d'habitude plus ou moins une réponse de quelque chose que plus ou moins vous ne compreniez pas, mais que vous avez présenté comme un désir ou une question. C'est tout à fait possible, les variables sont multiples. Mais ce qui est certain, monsieur, c'est que quand on vous demande d'expliquer votre expérience, vous dites ceci. J'étais quelque part, j'ai voulu cela, et j'ai pensé très fort, et ça s'est passé. On ne vous entend jamais dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que là où vous êtes, vous avez plus ou moins des désirs. Vous pensez que c'est clair, mais ce n'est pas clair. Le jour où ça se manifeste comme quelque chose de positif qui vous donne du privilège, et vous associez vos désirs avec ce succès social ou culturel. La même chose avec la malédiction, la même chose avec un bruit dans un buisson. Vous associez ces choses-là à des choses que votre esprit a capturées avec une capacité incroyable. Vous n'êtes pas toujours conscient du travail que fait votre système cérébral. Vous capturez des informations avec les coins de votre œil qui entrent dans votre cerveau sans que vous le permettiez. Mais tout cela, effectivement, quand vous vous concentrez, devient une perception de forcer la diète médiatique et l'interaction que vous ne contrôliez pas avant, mais qui maintenant vous contrôlez parce que vous agissez avec un but. Et d'habitude, ça va conduire à des résultats que vous recherchez parce que ce ne sont pas des résultats incroyables. Mais essayez par exemple de vouloir vous envoler. Essayez de monter sur un building avec tout l'amour, la puissance que vous avez à vouloir vous envoler comme Superman. Et allez voir si cette méthode-là va fonctionner avec ce désir-là. Vous voyez? Vous n'êtes pas honnête parce que si on doit établir un périmètre, on doit calculer les endroits où vos désirs sont devenus des réalités parce que vous les avez manifestés. Vous restez toujours en dessous d'une certaine mesure où la vérification est difficile à faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui faites de la coïncidence. C'est vous qui réarrangez vos désirs avec les avantages sociaux que vous allez acquérir et vous dites qu'on a répondu à mes prières. Mais essayez de vouloir vous envoler, de vouloir que $1 milliard apparaisse comme ça de nulle part. Vous allez voir que c'est impossible. Ça suggère qu'il y a des lois que vous ne pouvez pas violer même quand vous voulez profondément. Alors, le problème maintenant, c'est comment quantifier jusqu'à où vous faites du concordisme et à quel point l'impossible est réellement possible. Ça peut se trouver. Mais je peux vous garantir que dans cette limite-là, quand elle tend à l'impossible vers le possible, vous serez toujours dans le possible et donc ce n'est pas de la métaphysique. Ce n'est pas l'interruption des lois de la vie. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Et vous, à moins que vous vouliez presser le débat, nous pouvons aller et voir ce qu'a été votre expérience et vous allez voir que c'est parce que vous avez de l'ignorance sur certains aspects de la configuration que vous êtes, que vous pensez que c'est c'est l'acte de demander à la nature de faire quoi que ce soit. Il y a des choses que vous voudriez demander, mais que vous n'osez même pas parce que vous avez déjà accepté que c'est impossible. Demandez la fin de la guerre au Rwanda, par exemple, à Goma, vous n'arriverez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dans vous qui dit que vous allez demander un prêt de banque et ça va être accordé, mais quand vous allez demander la paix pour tout le monde, ça ne va pas être accordé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites des probabilités à l'intérieur de vous sans vous en rendre compte. Et ces probabilités vous paraissent comme des impossibilités qui deviennent des possibilités au moment du privilège et vous pensez avoir accompli quoi que ce soit. Ça, c'est mon observation. Merci, M. Kato. Vous voyez, quand on parle de la science et que nos frères viennent avec leurs idées de l'obscurantisme pour dire qu'ils ont testé, essayé des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité scientifique, c'est honteux. Je ne suis pas dans le domaine proprement dit de la science, moi je suis dans la technologie et tout ce qui est de l'électro et info. Mais quand nos frères parlent de la science, j'apprends. Vous voyez, ce que Kato dit, j'apprécie ça, sur son raisonnement et tout ce qu'il dit, ça suit la logique. Et vous
Quelle est votre expérience? C'est ma question pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez démontré? Vous voyez, c'est ce qui amène la communauté noire à être encore au point où nous sommes aujourd'hui. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Au XXIe siècle, vous n'allez pas continuer à venir nous dire avec ce que vous avez en vous, dit que vous avez fait des expériences. Et ces expériences-là ont abouti à quoi? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Merci, monsieur. Tu veux répondre ou ils t'ont traumatisé à ce point? Et Vobab, c'était à toi la question, c'était à lui, non? Moi, répondre sur quoi? Oui, chez nous, c'était à lui, tu me posais la question? Oui, justement, oui, c'était à lui. Il te demandait, tu as dit, tu as fait des expériences. C'était quoi les résultats? Non, moi, c'était juste pour venir poser la question sur l'origine de la vie et comprendre également les datations et mettre un lien entre ce qui est non vivant et ce qui est vivant. Qu'est-ce que tu appelles par non-vivant? Non vivant, c'est-à-dire que les roches, les météorites, D'accord. certaines particules qui ont pu peut-être se désintégrer ou bien peut-être créer des réactions chimiques pour finalement donner le vivant, qui est la cellule. Parce on le sait tous que la cellule n'est pas apparue juste comme ça. C'est quand même apparu de quelque chose ou bien par réaction chimique. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de prouver en science. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, qu'on a essayé de reproduire des expériences où on partait de rien pour pouvoir obtenir des cellules vivantes, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Et voilà pourquoi moi j'ai mis ce rapport avec les religieux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se produit, comment on va quitter Moi, je du ne comprends non-vivant au pas vivant. pourquoi vous allez vers les religieux. Oui, parce que eux, ils stipulent. Non, je dis moi, j'essaie de comprendre la pensée des religieux. Oh, non. Comment on va quitter du non-vivant au vivant. Le religieux ne te dit pas ça. Il te dit que chaque truc a été créé un par un différemment. Le problème, c'est que la religion fait appel à l'ignorance. Parce qu'elle fait des affirmations sur preuve et sur base de rien. Mais c'est le phénomène que l'on racontait, docteur Percé. Parce qu'en majorité, quand il n'y a pas la science, ces informations que nous donnons, une personne, vous avez vu, hein, dans sa réaction la plus naturelle, la première proposition qu'il regarde, c'est celle de la religion. Et c'est exactement ce qui est dans la conscience d'une population. Il faut structurer une autre réaction naturelle, celle d'aller vers la science au lieu d'aller vers la religion. Pourquoi penserait-il qu'il y aurait raison de perdre du temps à réfléchir sur ce que penseraient les religieux sur la question? Pourquoi? C'est ça. Notre communauté est en danger. Il faut comprendre un truc. On nous a fait croire que c'est à la religion de répondre à ces questions-là. Et c'est resté dans notre inconscient collectif comme ça. Alors que non. D'ailleurs, même la religion ne répond même pas à un quart de toutes ces questions. Rien du tout. C'est juste de l'empoisonnement. Exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on peut avoir, que ce soit sur TikTok ou dans des bibliothèques, ou en lisant certaines personnes qui ont publié, il faut prendre toutes ces informations et analyser. On me dit telle chose dans tel domaine, je réfléchis, je regarde les preuves, si elle peut m'apporter ces preuves. Et dans un autre domaine, comme les sciences, je regarde aussi les preuves. Qu'est-ce que la science me dit? Pourquoi elle me le dit? En fait, je fouille, je me mets à réfléchir, je ne reste pas dans mon coin. Je viens dans des lives comme celui-là, j'essaie de comprendre les arguments qu'on va me donner.
En fait, je ne voudrais pas systématiquement rejeter une information lorsqu'on me la donne. C'est ça que moi, je suis en train de dire. Effectivement. Mais la religion fait appel à l'ignorance. Moi, je le répète toujours. Parce que elle répond juste à des trucs qui étaient de l'ordre du questionnement des personnes du passé. Aujourd'hui, la religion ne cherche pas à comprendre comment un téléphone fonctionne. Il ne va pas vous expliquer qu'est-ce qui est constitué en sous-sol de nos terres. Elle ne sait pas ce que c'est que l'uranium. Mais elle sait c'est quoi l'or. Elle va te parler d'or. Elle va te parler de pierres rares. Elle va te parler d'étain, parce que ça concernait l'époque. L'uranium, la religion, c'est pas ce que c'est. Ils savent même pas l'usage qu'on va faire dans le nucléaire. La religion rarement s'est posé la question pourquoi il y a des races. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui donne la notion de race, même dans le Coran. Il y a des hadiths un peu tordus par là, on dit que, voilà. Bon, j'ai même pas envie de raconter ça tellement c'est débile, mais c'est des explications tordues. La religion n'explique pas ça. La religion a tenté d'expliquer pourquoi il y a différentes langues. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des langues qui évoluent, d'autres qui disparaissent. Donc, alors que la religion te dit que toutes les langues du monde sont apparues un jour comme ça. Et tout le monde s'est dispersé là où il allait. Alors qu'il y a des langues qui évoluent. Qu'est-ce qui se passe là? La religion te donne des explications sur l'univers qui sont complètement fausses et tronquées. Aujourd'hui, on le sait, on observe ça. Et chaque religion a son des modèles de fonctionnement. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'appel à l'ignorance. Si réellement c'était cohérent, en fait, au moins, comment se fait-il que toutes les religions du monde ont toujours des définitions de cosmogonie ou bien de création du monde différentes? Et maintenant, ce qui m'énerve encore plus, c'est les traditionalistes qui viennent greffer, vous dire que de l'eau a jailli le Big Bang, ou de l'eau a sorti le soleil, sorti n'importe quoi. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions ou vous n'êtes pas fatigué? Vous êtes fatigué déjà? Les petits calculs là. Puis voilà, je continuerai de mon côté, Voilà. tout en vous écoutant également. Merci. Je vous en prie. Alors dans le chat, même Dieu ne sait pas qui s'est créé, qui a créé l'univers. Elle est bonne celle-là. Bah, le crack, t'as raté du lourd, hein. On a expliqué la radioactivité aux gens maintenant. Ils pourront aller expliquer ça à Drodro. Je sais qu'il va rien comprendre, mais il va se rendre compte qu'il y a de moins en moins d'abrutis, qu'il faut abrutir encore plus. Donc il va commencer à se poser certaines questions. Ah, il y a un truc là qui est là aussi. Bah, vous pouvez sortir poser les questions. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de questions, moi je vais couper le live, hein. On va écouter Kato prochainement. Je ne sais pas à quelle heure il va réouvrir pour en apprendre et s'enjailler sur ces bons lives où il nous édifie énormément de sa philosophie et de sa vision du monde. Ouais, on a parlé de datation carbone 14 et tout. Oh, salut Prometheus, comment tu vas? Ouais. Bah, si tu as des questions, tu peux en poser, hein. Moi, je voulais déduire un peu, avancer un peu sur l'évolution, parce qu'il y avait Kabinda qui me posait des questions là-dessus. Si tu es en bas, tu peux monter, hein, comme ça, je t'éclaircis sur quelques trucs. Si tu as des questions, mais en gros, c'est bon. Bon, s'il n'y a plus de questions, moi, je vais fermer, hein. Merci quand même. Il y avait du monde, c'est très intéressant. Il y a quand même eu aujourd'hui beaucoup de monde. Donc, ça veut dire que le sujet vous touche. Oui, le live est enregistré. Je vais même partager le PowerPoint pour vous après. Ah, il y a une demande. Je voulais, excuse-moi s'il te plaît. Oui. Je voulais savoir, dans tes méthodes de datation, là, il y a souvent aussi le paléomagnétisme. Pourquoi tu n'as pas ajouté ça dedans? Moi, je voulais principalement parler des isotopes les plus connus, hein. Les isotopes les plus connus. Déjà, Salut Percé, salut tout le monde. Dans le paléomagnétisme, on va perdre encore les gens. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Moi j'ai des questions, j'ai plein de questions. Ça tombe bien.
C'est ça Vous l'objectif. allez refaire le live là. Eh, on a utilisé des méthodes, on a même calculé là. On a fait des exemples d'ossements. On a calculé pour estimer l'âge de l'os avec les méthodes. Ah ouais, ça c'est bien ça. Mais du coup, la radioactivité, ça vient, c'est quel mécanisme? Ça vient de quoi exactement? C'est quoi cette chose qui est la radioactivité? Hum? Tu dis c'est quoi cette chose, radioactivité? Ça vient de quoi? Ça vient d'où? Non, ça ne vient pas de quelque part, c'est un phénomène naturel qui existe chez les atomes, qui sont instables. Elles libèrent spontanément de l'énergie sous forme de rayonnement, alpha, bêta, gamma. Et ça existe partout dans l'univers. On peut le provoquer, ou comme ça peut être naturel. D'accord, donc tous les éléments font de la radioactivité ou c'est réservé à certains éléments? Certains éléments instables. Alors, on va lui faire plaisir, hein. Les retardataires ont toujours tort, mais bon. Good vibe, ça va? Bon. Ça, c'est le carbone. Ça, c'est sa structure atomique stable. On est d'accord? Oui ou non? 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Il arrive de temps en temps que il y a des imperfections dans l'univers, hein, comme toujours. Donc voilà, c'est la structure de 6 électrons, 6 protons, mais au niveau des neutrons, il y en a plus 2. 2 en plus. D'où le 14. Est-ce que tu vois? Bien sûr. Voilà. Donc au lieu de 6, 6, 6, ensuite 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, à partir du moment où un organisme meurt, il y a l'effet radioactif qui commence. C'est-à-dire, on va commencer à faire de la libération d'énergie sous forme de rayonnement, comme je t'ai dit. La radioactivité, c'est ça. Et là, le carbone 14 fait du rayonnement gamma, bêta plutôt. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça, c'est notre atome instable qui va commencer à faire un rayonnement bêta. Elle va libérer un électron. Et tu te rappelles, c'était 8 neutrons, c'est ça? D'accord? Donc, dans son neutron là, un de ces neutrons va subir des phénomènes physiques qui va être libéré sous forme d'électrons et d'antineutriniques. D'accord? Donc, cet électron va venir se rajouter à la couche, ici. Et il y a un proton, il y a un neutron qui va se transformer en proton. D'accord? Donc, du 8, 6, 6, on va avoir du 7, 7 partout. Dans 7, 7, 7, 7 partout, c'est du... Quoi? C'est l'azote. Wow, le fan de Didi. Moi aussi, je suis fan de cette chanson. Pardon, on m'a appelé. Bon, est-ce que tu as compris un peu? Donc, du fait qu'on a 6, 8, 6 ici, ben, on va avoir en fait on va avoir des réactions en fait de radioactivité qui va faire en sorte qu'il y aura de la désintégration radioactive qui va faire que l'isotope carbone 14 va se transformer en azote 14. Bon, l'azote c'est 14 quoi, c'est 7, 7, 7. Est-ce que tu comprends? Je pense comprendre, mais bon, j'ai une partie qui m'a échappé parce que j'ai eu un appel en même temps, mais Oui. mais en gros, moi, en fait, ça, je connais déjà. Le truc, c'est que, en fait, l'atome, quand il y a, par exemple, des neutrons en plus dans l'atome par rapport aux protons, ça crée, comment, l'atome rentre dans une forme d'instabilité et D'où l'isotope carbone 14. Mais du coup, moi, il y a un truc que j'avais pas compris par rapport à cette étape. C'est pourquoi l'atome, par exemple, n'est pas directement en forme stable. Pourquoi elle a besoin d'être dans cette forme instable et de chercher à se stabiliser. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Je ne suis pas vraiment rentré dans le détail. Au moment de la formation des atomes, il y a certaines erreurs d'ordre physique qui font que ça. Alors, en plus, en général, il y a pour 1 milliard d'atomes de carbone stable, on aura donc c'est 0,000000001% de la matière en carbone qui est produite qui va être instable. Ok. Bon alors, qu'est-ce qui nous dit
que justement, ce processus s'exerce pas sur tous les atomes, par exemple, qui, à un moment donné de leur vie, vont devenir instables, vont perdre des protons et vont changer d'état pour devenir, par exemple, un carbone qui va devenir de l'azote, par exemple, qui va devenir par la suite de l'oxygène ou quelque chose comme ça, tu vois. En fait, quand un atome est stable, c'est à vie, hein, il change pas, il change plus. Hein. Sauf si tu fais des expérimentations très fortes. Bah, Si tu fais cet atome-là. Par exemple, tu fais de la fission, si vraiment tu le forces à se désintégrer et tout. Donc, et tu sais qu'il y a des théories qui disent que aussi les atomes ont une durée de vie, hein. Qu'à un moment donné, oui, je sais, c'est ce que je euh, dis. En général, il va pas changer s'il ne subit pas de choc d'impact d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue de réactionnel. S'il n'y a pas de réaction nucléaire intense, s'il n'y a pas d'interaction forte avec l'extérieur, ben, l'atome de carbone ne va pas s'associer, même s'il s'associe à un autre corps pour former une molécule, il reste toujours du carbone. Et d'ailleurs, même d'où vient la datation. Dans la datation, par exemple, ce qu'on a expliqué, c'est quoi? C'est que, supposons par exemple que j'ai un élément dans lequel j'ai du carbone 12 et du carbone 14. Le carbone, lui, va rester comme ça, il va pas changer, en général. Tu vois, il ne change pas. Il y a des gens qui veulent monter. Il ne va pas changer, mais le carbone 14 va commencer sa désintégration. Souvent, ça débute après la mort d'un organisme, par exemple. Si je prends un os de ton corps, par exemple, il y a un truc qui se produit. C'est que, en fait, dans l'organisme, dans le système d'organisme, avec tout le nombre d'atomes de carbone qui existent, tout le nombre total de carbone 14, okay, va subir une désintégration qui suit la demi-vie. C'est-à-dire que si au total, par exemple, on a 8, au bout de 5730 ans, en fait, la moitié va subir la désintégration vers l'azote. Si c'était, par exemple, le nombre total qui était 100, ben, au bout de 5530 ans, 50 vont subir la désintégration. Ensuite, la désintégration se fait encore sur la moitié, sur le même temps. C'est-à-dire que là, il y en a 4 qui sont partis, il reste 4. Donc, sur le reste des 4, 2 vont se désintégrer au bout de 5730 ans encore. Donc, pour que la moitié se désintègre, il faut 5730. Le reste, pour que sa moitié se désintègre, il faut encore 5730 ans. Et donc, pour le reste encore, pour que ça se désintègre, il faut que la moitié se désintègre toujours en 5730 ans. Est-ce que tu comprends? Et c'est une dernière régressive jusqu'au dernier atome. Donc, si j'ai 8 atomes au total contenus dans une matière qui commence la radioactivité, c'est pas, en fait, il y a une interaction entre eux de telle sorte que ben, cette désintégration se fait de manière qui suit une courbe exponentielle qui se dégrade de demi-vie à demi-vie. Donc, c'est-à-dire la moitié va se désintégrer sur une période de temps constante. Le reste, sa moitié va se désintégrer sur une période de temps constante. Le reste encore, ça sur une période de temps constante jusqu'au dernier. Et c'est comme ça, on arrive à... c'est une façon vraiment simplifiée, ça, en fait. Oui, c'est simplifié. Parce que j'imagine pas que dans la réalité, que la nature ait choisi une moitié qui va se désintégrer forcément par rapport à une autre moitié, en fait. Non, c'est pas ça. En fait, ça veut dire que tous les atomes ont la même durée de vie. Ça sous-entendrait que tous les atomes ont la même durée de vie et que ces atomes sont conçus en même temps et qu'ils ont le même rythme de désintégration. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'abord, les atomes sont éternels, hein, pour vous, monsieur. Quand on vous parle de la loi de la thermodynamique. Oh, les atomes sont éternels. Écoute, quand il y a la réaction là dans les... Ferme ta gueule, imbécile. Tu ouvres ta gueule, pourquoi on te corrige? Ferme ta gueule toi-même. Que tu es le Kakunyama. Moi, je comprends pas. Oh, je parle avec Percé. Avec moi, toi. Va dormir. Attends, idiot que tu es. Ah, fais le remonter, Kato. Mais il va fermer sa gueule. Quand il pose la question sur les atomes, il ne comprend pas de quoi il parle. Effectivement, les atomes sont éternels. Idiot que tu es. Effectivement, un atome ne meurt pas. Il est bête. En plus, il ouvre sa gueule là, comme si on ne sait pas de quoi on parle. T'es règles ou quoi, là? Calme-toi, mon frère. Je parle avec Percé. Calme-toi. On va répondre. Calme-toi. Bon. Il est excité là, je sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment. Ferme ta gueule. Calme-toi. Ta gueule toi-même. Toi et Kato, c'est chien-chat, je sais. Donc. C'est un idiot là. Kato, bonsoir, mes chers amis. Oui. Bonsoir, mon cher. Toi et Kato, c'est chien-chat. Donc, de toute façon, mais je sais même pas pourquoi tu le ramènes. Ce type, hein, ça va faire des années que je prenne. Ferme ta gueule, imbécile.
Des années que je le traîne partout comme ça vient ouvrir sa Vous gueule. échanger avec Percé sans cet abruti, s'il vous plaît, merci. Il va te muter encore. J'ai une question. Ferme ta gueule, imbécile. Le crack, je disais que... En train de polluer pour rien. Ferme ta gueule, il explique quelque Je chose. t'explique, je prends un os, d'accord? Je prends un os. Dans l'os, il y a du carbone. Je prends juste la matière entière, d'accord? La matière entière détachée, ok? Il y a une structure organique. Dans l'os, il y a du carbone. Et il y a plusieurs carbones qui sont en interaction entre eux. D'accord? Ces carbones qui sont en interaction entre eux subissent une désintégration de l'ordre de la demi-vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça se passe. Donc, du coup... Mais ça, je sais, Percé, mais moi, je parle d'un prémisse qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le prémisse. C'est pour ça. On est d'accord, Percé, que pour qu'il y ait des atomes de carbone, il faut qu'il y ait une étoile dans laquelle il va y avoir des réactions chimiques, nucléaires dedans, pour qu'il y ait une production d'atomes comme le carbone, l'oxygène, etc. On est d'accord. Oui, c'est quoi le problème? Et que ces atomes-là ne sont pas tous nés en même temps, puisque des étoiles ont de durées de vie différentes. Donc, forcément, dans l'univers, c'est pas tous les atomes qui ont la même durée de vie. Oui, mais qu'est-ce que tu comprends pas? On te dit... Ça veut dire de ce prémisse que quand on a des atomes de carbone, la désintégration, quand elle se fait là, sur c'est les 3000, je sais plus combien d'années là, t'as dit, mais cette désintégration ne sera pas forcément la même pour tous, puisque ces atomes ne sont pas produits mais ceux-là sont déjà... en même temps. Ceux-là ont déjà subi toute la désintégration, ils sont devenus l'azote depuis des siècles. Ceux dont on parle, regarde, quand un organisme est vivant, d'accord, il ingurgite dans son corps du carbone. Et dans ce carbone-là, il y a toujours les 10 puissance moins 9. Hein, les 10 puissance moins 9, le pourcentage de carbone 14, toujours. C'est-à-dire que comment on sait ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout organisme vivant, lorsqu'on analyse, on fait la comparaison, on se rend compte qu'il y a toujours à peu près une proportion de carbone 14 de 10 puissance moins 9. Et donc, on sait qu'après la mort de l'organisme, d'accord, il y a la désintégration qui commence à se faire, genre vers la demi-vie. Et c'est comme ça on commence à faire l'analyse, même pour un objet un objet sur lequel on n'effectue plus de réaction, c'est-à-dire une poterie sur laquelle on a fait de la réaction et tout. D'ailleurs, on a formé avec du carbone 14 qui est vivant. À partir du moment où on le touche plus, on le laisse. Pendant des années, c'est un fossile qui n'a pas a été touché, n'a pas subi d'altération. Ben, on sait que la quantité de carbone 14 qui était là avant la mort vont commencer à se désintégrer juste par la suite. Et il faut lui expliquer que la désintégration est constante. Ce n'est que l'absorption du carbone 14 à travers le carbone dioxyde que tu retrouves dans le bœuf que tu manges, que tu retrouves dans la photosynthèse. Ce carbone dioxyde a le ça, taux. je sais ça, par rapport à Pardon? Oui, d'accord. Alors, ce taux-là, tu cesses de l'absorber parce que l'organisme est mort. Alors, la continuation de la désintégration qui est constante même quand tu es en vie, elle continue. Seulement l'équilibre que tu ramènes quand tu manges, quand tu te nourris, ça n'entre plus. Maintenant, tu vois, le décalage commence. Par désintégration, c'est ce qu'on veut dire. Ce que c'est une désintégration dont ton corps est toujours dilué par des réactions chimiques. Des fois, ça va du carbone 14 je crois, nitrogène 14, quelque chose comme ça. Ou azote. Alors, cette désintégration, elle est toujours là. Seulement, tu manges, tu pètes, tu respires, tu absorbes du carbone dioxyde et ça donne un équilibre de carbone 14. Quand tu cesses de vivre, la partie qui accumule ce carbone 14 cesse de me ramener cet équilibre. Et la désintégration, elle continue. Cette désintégration, elle peut être calculée parce qu'elle a une durée alors, c'est quoi de toutes les variables qui doivent être connues pour justement pouvoir estimer la durée, faire ce calcul? Mais parce que le taux, la quantité de carbone 12 que tu vas trouver, elle va être beaucoup plus que ce que tu trouves en moyenne dans une certaine espèce. C'est-à-dire que si toi, le crack, on dit que les humains existent pour 10 ans. Et qu'on trouve toi ton corps et tu es mort à 2 ans. Tu auras un taux de détérioration qui sera très élevé pour les 10 ans. Parce que tu n'as pas absorbé du carbone 14 pendant les autres 8 ans. Donc on va montrer un taux de 8 ans de désintégration et non pas d'équilibre avec ton carbone 12. Parce que c'est l'autre maintenant qui ne fait qu'accumuler pendant que ce qui balance ton carbone 12 et ton carbone 14 n'est plus. Tu n'absorbes plus désolé, carbone on a 14 retrouvé aussi dans ton du carbone dioxyde. 11. Donc, il n'y a pas que le 12 et le 14. Le carbone 11 qui vient sur...
Oui, mais non, c'est pour qu'ils comprennent. Ça ne sert à rien de D'accord. compliquer la chose, qu'ils comprennent d'abord le décalage, puis après on peut entrer, voilà, puis on peut entrer dans les spécificités d'autres isotopes pour faire le travail. Mais ce décalage-là, il apparaît au moment où tu meurs. Donc, c'est-à-dire que l'équilibre est faussé. Et du coup, on suit cette désintégration qui, avec les proportions exactes, on peut estimer la proportion qu'il y avait au moment de la mort. Dès qu'on la connaît et on estime déjà la proportion exacte qu'il y a lors de la datation à l'instant T, on peut, à partir de la formule de la demi-vie, estimer à quel temps cet organisme est mort. Donc, on peut avoir une idée sur sa période de vie. Voilà. Alors, Voilà. Très bien l'estimation. exactement. 5730 ans la durée de vie. D'ailleurs, même, je l'ai expliqué pour ceux qui y a des gens, une durée de vie pour du carbone 14, c'est 7530 ans. Pour le potassium argon, c'est 1,25 milliard d'années. Et pour l'uranium plomb, c'est 4,45 milliards d'années. Donc ça, c'est spécifique, par exemple, pour les roches anciennes, pour l'âge de la Terre, par exemple. Les roches Monsieur Pensé, est-ce que vous pouvez faire bien montrer pour qu'on puisse faire une capture d'écran? Ok, d'accord. Écoute, ça va pas être... écoute, après, je vais t'envoyer un lien où tu pourras télécharger la PDF. Parce que là, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, alors, avec Gabinda, je vais faire prochainement un live pas sur l'évolution, mais sur les espèces Homo. Donc, tout ce qui est Homo erectus, Homo, Homo ergaster, toute la Erectus, habilis, Australopithèque et compagnie. On va faire un live dessus. J'inviterai Lexi, qui est un spécialiste dans le domaine, préhistorique man aussi, pour pouvoir apporter plus de lumière parce qu'il y a Gaminda qui est un peu perdu dans le truc et qui aurait plus d'explications. Donc, on va faire les trucs de manière très simple et aussi avoir plus de détails avec des experts qui sont dans le domaine. Et moi, les deux que je connais sur TikTok, c'est Lexi et Préhistoric Man, qui sont très avancés sur le domaine. Eux, quand ils parlent d'évolution, de tout ce qui est datation ou paléontologie, à côté, moi, je suis un gamin. Hein. Donc, voilà. Ah ben si c'est leur domaine, c'est bien que Ah oui, la lecture. Ah oui, le relativiste s'était fait laver un jour. T'aurais été là tout à l'heure. Ah oui. Ça m'aurait fait plaisir. Ce relativiste, C'est la première fois juste des débiles qui se baladent de ne pas faire une seule critique devant la connaissance experte en sciences. Je vais le faire la semaine prochaine. Donc, ce sera soit mercredi ou soit samedi. Chaque samedi, ce qui est sûr, je fais toujours des lives. Souvent, des fois, je le fais dimanche, mais j'évite de les faire dimanche. Chaque samedi, je fais toujours des lives sciences. Et des fois, en semaine aussi, je le fais. Donc, soit mercredi, mais je mettrai... Ah, il y a Poto là-bas qui est là. Voilà. Donc, je le ferai soit samedi ou soit... Lui, il a besoin de venir dans toutes les classes. Il ne viendra pas monter ici. Il y a trop de laser. On va le confronter sur Schrödinger et la superposition. Parler de Schrödinger. Je les ai vus la dernière fois, ils étaient entre eux en train de parler. Tranquille. Salut Coco, salut H. Vous êtes beaucoup trop dur avec lui. Ah non, moi j'ai raison d'être dur avec lui parce qu'il dit beaucoup de choses qui sont dangereuses. Même sur le truc le plus dangereux sur lequel je l'ai entendu parler, c'est la mélanine, la phéomélanine. Très dangereux de faire ce genre d'affaires. Du coup, moi, j'ai des questions. Mais moi, j'ai des questions. Par rapport au sujet. Oui. Je peux intervenir aussi dès que vous me donnez la parole. Alors, oui. Nous, les familles, les femmes, on j'écoute ta question. Le crack, tu vas pas poser la question tout le temps. Bah, je fais comme un élève qui est en train d'apprendre. Hein. En même temps, ça permet à tout le monde aussi de... Finalement, allez-y, posez des questions, il n'y a pas de souci. Le live dure plus que prévu, donc c'est bien. Est-ce que tu connais ce QR code percé? Oui, je connais ce QR code. Tu le connais? Bon, bah super. Est-ce que tu peux m'agrandir? C'est pour les apostats, c'est ça? Alors, ouais, merci beaucoup. Donc, l'objectif, s'il vous plaît, de ce QR code, screenez-le, si vous pouvez. N'hésitez pas à donc partager ce courrier qui invite tous nos citoyens et citoyennes français à lutter ensemble contre l'islamophobie, contre toute forme de discrimination, et pour qu'on puisse arrêter de stigmatiser toujours les mêmes personnes. D'accord. Donc n'hésitez pas à screener et à partager. Donc du coup, si je fais aussi la promotion du
du code QR qui consiste principalement à témoigner aussi de son apostasie, des difficultés qu'on rencontre avec sa famille, des difficultés aussi qu'il y a à l'avouer dans son groupe, et de faire énormément de témoignages et de ne pas être dans l'anonymat, et pour permettre aux apostats aussi d'avoir une structure solide dans le monde de l'islam. C'est ton droit. Moi, c'est tout ton droit. Tu peux venir faire cette promotion ici, ça ne me dérange pas. Même Alors, si... n'hésitez pas à screener ce QR code, s'il vous plaît, et à partager un personnellement, maximum. il Merci n'est pas beaucoup. J'ai pas compris, moi, l'objet là de. Je pense Alors, qu'il y a des choses plus Attends, difficiles que de faire ça, ça. c'est contre les Jack le Fou et compagnie, tout ça là? Ou c'est quoi? Alors, je t'explique. De toute façon, Mais ce que Jack le Fou dit là, c'est la vérité. Ils le savent. Je ne sais pas pourquoi on va faire ce genre de trucs. je leur laisse la parole, je leur laisse le droit de faire leur publicité, j'ai aucun problème pour ça. Ce qui est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les apostats qui ont lancé un QR code. Après, je vous le montrerai aussi, chez moi principalement, il n'y a pas beaucoup d'apostats qui viennent me voir, qui leur demandent de faire des lettres ou de parler un peu de leur apostasie, voir comment ça se passe, est-ce que c'est dur ou pas. Et donc, du coup, il y a les musulmans aussi qui font un attaque. Et il faut dire que bon, si vous êtes victime d'islamophobie, faites aussi votre programme. C'est de leur droit, c'est tout. C'est de leur droit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si Comme Congo M. veut faire Kato, même ils sont contre la science. Parce que leur pouvoir l'a dit des années sur la science, M. Kato. Non, mais c'est quand même incroyable. Je suis désolé, mais je pense que Coco, je la connais, elle n'est pas musulmane déjà, premièrement. C'est une personne qui se bat contre la discrimination, quelle qu'elle soit. Donc, elle est amenée aussi à faire des QR codes pour défendre. Mais moi, je comprends pas, moi. Pour défendre aussi. Pour moi. Laisse-moi terminer de petites minutes. Je vais t'expliquer les apostats, je m'en fous un peu, moi, des apostats. C'est pas Coco qui a créé ce QR code. C'est qui? Je n'ai pas dit que Coco est musulman, j'ai dit c'est les musulmans contre-attaque. Mais non, mais c'est pas les musulmans, c'est Coco qui a, enfin, je sais pas, elle va parler elle-même. Je sais pas, elle va t'en parler elle-même, je sais pas, mais je parle pas, s'il te plaît. Donc, je dis, elle a le droit de pouvoir partager ça. Ok. D'accord. Mais c'est pas un QR code, c'est pas le QR code des musulmans, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Si. Non, qui t'a dit ça? Screenez-le, regardez, hein. C'est pas du tout pour les musulmans. Contre l'islamophobie, oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Mais revenons en ensuite. dire pour les musulmans. Moi, non. Alors, Coco, tu as une question. Est-ce que c'est en lien avec le sujet? C'était la radioactivité, la datation carbone 14. Est-ce que tu as une question par rapport à cela ou... Non, moi, je voulais juste je voulais juste te parler de mon... Tu l'as fait, je vais profiter. Et merci beaucoup de m'avoir laissé une tribune, c'est très appréciable. Oui, chez certains, ils t'auraient coupé tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas compris, c'est pour C'est vrai, percé. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et le H, tu as une question ou... Et de carbone 14 tout à l'heure, là, je vous ai parlé du carbone 11, je pense que Monsieur H, vous êtes venu après moi. Oui, c'est vrai. Non. Vas-y, pose ta question. T'as fait les dames d'abord, donc on pose ta question, on y va. Putain, allez-y, si vous êtes arrivé avant moi, allez-y, monsieur, je vous en prie. Il y a le crack qui attend depuis un good. Tu as oublié ta question. Et vous avez des perturbateurs. Laissez-moi poser mes questions. Ça va. Good. Non, mais le H va poser aussi sa question. Il a parlé du carbone 11, oui. Ce serait intéressant qu'il en parle un peu, qu'il nous décrit. Reviens dans pas longtemps. Je vais faire un tour rapide. Bon, ok, H, parle-nous du carbone 11. Non, en fait, ça m'intéresse plus. C'est nul. Ton live est nul percé. Je repasserai plus tard. C'est pas intéressant. J'ai pas les clics. Le H qui fait du H. Bon. Mutez-moi-le en commentaire aussi en même temps. Alors, le crack, on t'écoute. Oui, ma question était la suivante. La radioactivité, est-ce que... je crois que je m'entends là. Percé, t'es là? Je suis là, je t'écoute. Oui, je demandais, est-ce que la radioactivité est de même nature que les ondes électromagnétiques, par exemple? C'est pas la même chose. C'est quoi ta question essentiellement? Qui parle? Ah, c'est Kato. Et bien sûr, il n'y a personne d'autre. Ma question est que on connaît les ondes électromagnétiques. Oui. Selon l'intensité, il y a des ondes, on peut qualifier des rayons X, rayons gamma, rayons machin, tout ça. Donc, la radioactivité, est-ce qu'elle fait partie des différentes ondes qui font partie de l'électromagnétisme ou non? Non, mais attendez, vous confondez. La radioactivité est une conséquence qui arrive à une particule. L'électromagnétisme est une force
Et quand elle prend la forme de la lumière, ça forme la particule qui la définit. C'est une force. Hein. On parle des forces et on parle des particules. Les atomes, les quarks, les leptons, les fermions sont des particules. L'électromagnétisme, la force forte, la force faible, hein, ce que vous entendez, hein, comme les bosons, hein, ces choses-là sont des gérants de force. Et l'électromagnétisme, c'est autre chose comparé à une réaction qui arrive à une particule. Ça, c'est une propriété de la particule. C'est comme demander ce qui arrive à le crack. Ça émet des ondes, Kato. C'est la nature des ondes dont je parle. Ça ne met pas que des ondes. Ça peut émettre un neutron, ça peut émettre un électron, par exemple. Quand vous changez d'un proton à un neutron, ça arrive, ça va émettre un positron. C'est-à-dire que ces particules-là peuvent changer de condition. Hein, ça dépend de l'énergie que vous introduisez. Si j'introduis un photon dans une réaction, je peux produire une paire production, c'est-à-dire un électron et un positron. Ça, ce sont des particules. Mais un photon ou l'électromagnétisme, ce sont des forces. C'est de l'énergie, c'est pas de la matière. Et quand la matière réagit, elle produit de l'énergie. Donc, dans une désintégration, dans une radioactivité, il y a production d'énergie par le comportement de la matière ou de la masse. Vous comprenez? En partie, c'est oui. Deux ordres différents. C'est deux ordres différents. Une onde est une forme de phénomène physique qui a un point d'apex et deux points plats. Et cette hauteur et cette largeur de la vague ou la hauteur de l'onde définissent son énergie. Mais une particule a une autre forme d'énergie dans sa façon d'être. C'est la somme des particules qui la créent. Par exemple, un atome, vous allez prendre la somme de l'énergie du proton, du neutron, de l'électron pour dire quelle est l'énergie que contient un atome. Il y a plutôt là-bas des imbéciles qui rigolent, qui montent ici, ce que je suis en train de dire. Voilà. Les électrons, par exemple, sont des formes de leptons. Hein. Ce sont des particules. Alors qu'une vague est autre chose. C'est une radiation. Sa propriété est différente. Une radiation, mais attendez. Une radiation, on est d'accord. On parle de... Si, il parle là. Percé était là? Oui, je suis. On t'entend loin, on dirait il y a des vagues. Attends. Petit bouffon que tu es. Tu ris en bas parce que tu es devenu la blague de la Percé, coupe un micro là. Petit sauvage que tu es. Toi, tu ne peux pas monter ici, essayer de me défier. Essaye, tu vas voir. Je vais te laver les fesses, petit poteau là-bas. Merci, coupe un micro là. T'as deux trucs en même temps. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez, brancher. Là, c'est bon. Fais de l'interférence là, t'as deux comptes en même temps. Oui, je sais. J'ai un compte qui est en induction magnétique et j'arrive pas à parler avec. Et du coup, je monte avec un second téléphone. Et je disais oui. En fait, principalement, généralement, les rayonnements en radioactivité ne sont pas des ondes. Mais il y a des cas où, dans le cadre du rayonnement gamma, des fois, on peut parler d'ondes. En général, c'est pas des ondes, quoi. Sinon, l'expérience de l'onde et de la particule n'aurait aucun sens, le crack. Tu comprends? Quand on dit que les particules sont à la fois une particule et une onde. Oui. C'est ça le problème. Ça a les deux propriétés. Tu comprends? Oui, ça, j'entends, oui. Voilà, donc ça ne peut pas être... de rayon gamma, rayon... Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que, étant donné que l'électromagnétisme a une plage conséquente concernant tous les éléments qui composent, avec les rayonnements, les rayons visibles et invisibles, les ondes radio, etc. C'est pour ça que j'ai posé la question si la radioactivité, par les émissions d'ondes également, ces ondes-là font partie également de... Non, mais ça peut émettre une émission alpha va émettre un photon. Un photon est une onde. C'est un photon, c'est une particule de lumière. Elle n'a pas de masse. Aussi, bon, ce qui est important de comprendre, c'est que le poteau là-bas, il faut monter. Ça, tu vois que là. Les poteaux, c'est un scientifique. Monte, poteau, il n'y a pas de poteau ici. Hein. On va te laver. Tu ne peux pas venir ici avec ton diplôme là. Ah, il y a même le dé, le grand mathématicien. Il faut monter le dé. On va te prendre. C'est toi qui disais que jouer avec nous ici. Le dé, tu dis que tu veux jouer aux maths ici, que tu es chaud. Monte. Viens nous parler des maths. Ces gens sont incroyables. Hein.
Vas-y, Je suis là, Ronald. je suis de retour. En fait, le D me dit que, la dernière fois, il me dit qu'il non, il travaille dans le domaine des maths et des statistiques. Je lui dis de valoriser son domaine, il dit son domaine est déjà valorisé. Dans la communauté africaine, quelqu'un qui me dit ça. Et moi, je comprends pas très bien ta vision, hein. Tu es une sorte de poteau là-bas, ou bien tu veux montrer des ambiguïtés. Et le gars me dit qu'il est mathématicien, mais il vient me sortir des ambiguïtés dans le domaine des maths. Il me raconte même que non. Donc, bon, enfin bref. Après, il va dire que j'ai pas dit ça. Pourtant, le live était enregistré. Bon, t'écoutes, le D.